I'ma need safety. Tell her I can't snake you. Tell Toi. her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going. Voici le NAS Flash NVMe au meilleur rapport qualité-prix au monde. Pourquoi en ai-je besoin? Honnêtement, c'est un produit dont personne n'a besoin. D'accord? Disons-le de cette façon. Et si vous achetiez des Mac Mini ou des Mac Studio et que vous envisagez de mettre à niveau votre stockage SSD interne? J'ai le Mac Studio ici et ce qu'Apple facture pour le stockage SSD est de 2,4 000 $ pour 7 Teraoctets et demi. Vous pensez, attendez, cela fait 8 Teraoctets. Non, vous en avez déjà 512. 2400 $. Maintenant, ce type coûte 799 $ et cela sans aucun disque ni stockage NVMe à l'intérieur. Mais jetons un coup d'œil à une partie du stockage réel que nous pouvons obtenir ici. Il s'agit du Team Group MP44 NVMe SSD Gen 4x4 qui est très rapide et les 4 Teraoctets coûtent 233,99 $. Maintenant, si vous en obtenez 6, vous obtiendrez 24 Teraoctets de stockage plus ce type ici. Le prix total est de 2200 $. Je viens donc de vous faire économiser 200 $ et de vous offrir plus de 6 fois plus d'espace de stockage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous disposez de 6 emplacements supplémentaires gratuits pour que vous puissiez emmener ce type jusqu'à 96 Teraoctets de stockage flash SSD. Voyons donc ce que ce type peut faire. Cette vidéo vous a été présentée par LG et ses téléviseurs OLED et QNET. Améliorez votre expérience au home cinéma grâce au lien dans la description ci-dessous ou apprenez-en plus tard dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner à davantage de contenus comme celui-ci. Créateur de technologie, PC, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez trouver les liens dans la description ci-dessous ainsi que les SSD que je recommande car très important, n'achetez pas de SSD et mettez-le simplement dans la description. Ça ne marchera pas comme ça. Je vais vous expliquer dans une minute. Ce modèle particulier est le FS672X. Il s'agit du 12 Pro. Il existe également une version à 6 bay, un peu moins chère. Mais la version à 6 bay ne dispose que de 2,5 Gb LAN. Donc, si vous voulez vérifier celui-là, n'hésitez pas. Mais je me sens comme pour les créateurs et si vous obtenez réellement cela, le 12 Pro est une bien meilleure option simplement en raison des possibilités de mise à niveau des NVMe ainsi que de l'Ethernet 10 Gb et n'offre malheureusement aucune interface réseau, vous pouvez donc le faire. Ne mettez pas à niveau la carte réseau, vous savez, par exemple. Très bien, c'est ici. Voici notre Power Brick jusqu'à 90 watts. Nous avons également un câble 4/6 ou 4/6 en fait. Un petit zip DIMM et un guide d'installation rapide. Regarde ça, on dirait donc que c'est le côté. Il s'agit d'un port USB de type A de ce côté. 10 Gb de vitesse. Ensuite, nous avons le bouton d'alimentation à cette extrémité. Ensuite, à l'arrière de l'appareil, nous avons un verrou Kensington. Nous avons une sortie vidéo optique. Nous avons 2 ports USB de type A qui sont USB 2.0. LAN 10 Gb, port HMI, bouton de réinitialisation USB 10 Gb de type A et le cordon d'alimentation y entre. Mais pour pouvoir installer quoi que ce soit là-dedans, nous allons devoir défaire ces vis ici. Donc, si vous envisagez d'en choisir un, vous pouvez simplement suivre ceci et vous verrez comment le configurer. Maintenant, nous poussons de cette façon, comme vous pouvez le voir ouvrir, fermer, ouvrir. C'est cool, il se connecte via USB là-bas et vous avez ensuite un petit ventilateur qui les survole. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore une vis de ce côté. Si vous enlevez la vis par le bas ici également. J'y crois également ici. Ceci se trouve à l'arrière de l'appareil. Tout le oblique également. Maintenant, que pouvons-nous voir ici? Nous pouvons voir des diapositives DDR4. Il y a 4 Go déjà installés dans un emplacement 3200 SODIMM. Vous pouvez donc le mettre à niveau ou les deux les mettre à niveau. Des mises à niveau sont donc également possibles pour la RAM. Ici, nous avons 6 emplacements à l'arrière du SSD, puis 6 emplacements à l'avant du SSD. Ils sont tous numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Ce qui est cool, c'est que ce sont des emplacements SSD à installation rapide, vous n'avez donc pas besoin de vis ou quoi que ce soit pour installer vos SSD. Maintenant, ce qui est intéressant, ce que je peux voir, c'est que si je regarde à l'intérieur, il y a des dissipateurs thermiques, évidemment comme le chipset et ce sont probablement les commutateurs PCI ici entre là parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas autant de voies pour en mettre 12 quelque part. Mais ce qu'Asus aura fait ici est un travail absolument fantastique en termes de refroidissement des SSD, etc. Et a également découpé le PCB afin qu'il reçoive un peu plus de chaleur, comme vous le savez. On dirait que le processeur est refroidi passivement et que tout est refroidi passivement sur les puces.
Vous pouvez donc voir que les SSD fonctionnent désormais en dessous pour refroidir le reste de l'appareil. Les SSD que j'utilise ici sont des SSD Team Group T-Create classiques. La façon dont ils entrent là-bas est comme ça, puis vous repoussez simplement celui-là et voilà, c'est installé. Il y a un petit film dessus. 4, 5 et 6. Et maintenant, qu'en est-il du refroidissement des SSD? Je recommanderais que si vous optez pour des SSD Gen 4, pensez également au refroidissement. Vous pouvez y placer de petits dissipateurs thermiques sur le dessus. Maintenant, tous les SSD ne rentrent pas là-dedans. Par exemple, laissez-moi vérifier qu'il s'agit du Team Group Cadia A770 ou quelque chose comme ça. Il semble donc que cela s'y insère également, mais lorsque vous placez le ventilateur sur le dessus, comme vous pouvez le voir, le couvercle ne se ferme plus car le dissipateur thermique est beaucoup trop grand. Maintenant, je vais laisser quelques dissipateurs thermiques dans la description ci-dessous si vous souhaitez placer des dissipateurs thermiques au-dessus de vos SSD, car Asus vend également certains des kits de dissipateurs thermiques pour ceci, alors vérifiez-les dans la description ci-dessous. Maintenant, rappelez-vous que j'ai dit qu'il était très important de penser à la compatibilité des SSD si vous pensez simplement « Oh, je vais juste mettre n'importe quel SSD ici et ensuite faire ça ». Maintenant, en substance, vous pourriez le faire fonctionner. Vous ne saurez jamais que vous connaissez un Cadia Z440 ou quelque chose comme ça. Vous pourriez les faire fonctionner, mais le fait est que vous ne le ferez peut-être pas non plus. J'ai eu l'expérience de regarder le même lecteur. La version à 1 Teraoctet a été validée par Asus et j'ai essayé la version à 2 Teraoctets en pensant que la version à 2 Teraoctets fonctionnerait sûrement aussi, mais absolument pas. Pour une raison quelconque, il y avait des problèmes et cela ne fonctionnait pas. Assurez-vous donc que tous vos SSD soient validés sur le site d'Asus. Donc, la façon dont vous pouvez le faire est si vous allez sur le site de compatibilité sur Asus, puis que vous sélectionnez FS67 qui est ce type de gamme de NAS ou de magasin flash, puis vous pouvez soit sélectionner toutes les marques, comme voir laquelle est triée là-bas. Vous pouvez trier les selon la capacité mise en NVMe si vous recherchez celui-là ou même la classe à la recherche de modèles d'entreprise ou de jeux. Tout ce que j'ai fait ici, c'est 4 Teraoctets pour voir lesquels sont suggérés ou disponibles ici. Le Lexar NM790 est un peu plus cher que le MP440, c'est pourquoi je recommande le MP440. Maintenant, si vous accédez au groupe d'équipe et à toutes les capacités, vous pouvez voir que la version F760 d'un Teraoctet de T-Create classique est prise en charge. Maintenant, les disques Gen 5 fonctionneront-ils là-dedans? Je ne sais pas, peut-être pas. 6 SSD d'un Teraoctet là-dedans, nous allons les exécuter en RAID 5, ce qui signifie que nous allons perdre une capacité. Nous obtenons donc environ 5 Teraoctets de stockage ici. Il suffit toujours de brancher le cordon d'alimentation sur le côté ici. J'ai mon réseau local de 10 Gigabits qui va au commutateur, nous allons brancher celui-ci là-dedans et allumons ce type. Maintenant, si vous n'avez jamais configuré de NAS Asus, je vais vous montrer ceci maintenant. C'est en fait beaucoup plus simple que vous ne le pensez et il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez simplement parcourir et je vais vous les montrer. Je vous explique comment faire en sorte que cela fonctionne sous Windows et il en va de même sous Mac. Donc l'alimentation et le port LAN sont allumés, alors où va aller ce port LAN? Donc, ce port va aller au commutateur, Internet va au commutateur, puis ce PC de banc de test qui se trouve sur le côté est également connecté à Ethernet 10 Gigabits, donc ils sont tous connectés ensemble et je vais vous montrer comment vous pouvez configurer celui-ci. Donc vous allez juste appuyer sur le bouton Power, le voyant rouge s'allume ici, on entend un petit ventilateur très silencieux. Vous pouvez donc voir que le courant est allumé et qu'il va aller vers l'interrupteur. Vous allez donc simplement appuyer sur le bouton d'alimentation et cela ira à l'interrupteur. Vous pouvez donc voir que le courant est allumé et qu'il va aller à l'interrupteur. Maintenant, l'autre chose que je tiens à mentionner est que le téléviseur LG offre une expérience très différente en termes de couleur, de luminosité et de dynamisme de l'écran. Que ce soit en 4K ou 8K, les noirs profonds et les couleurs nettes font ressortir n'importe quel contenu sur le téléviseur, y compris les jeux. Deuxièmement, LG propose différentes tailles, conceptions et budgets pour s'adapter à votre environnement et à votre style de vie. Je vais laisser 3 de mes favoris dans la description ci-dessous. Enfin, de nombreux téléviseurs LG prennent en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, ce qui signifie que vous obtiendrez les meilleurs visuels et sons de leur catégorie et c'est pourquoi vous pouvez voir de nombreux créateurs utiliser les téléviseurs LG OLED comme moniteurs principaux. Je ne fais qu'effleurer la surface de ce dont ces téléviseurs sont capables. Découvrez la gamme de téléviseurs LG à travers la description ci-dessous. Apprenez-en davantage sur eux et sur les 3 de mes favoris. Merci LG d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Vous souhaitez télécharger et installer Asus Control Center et nous allons ouvrir l'Asus Control Center, puis nous allons simplement appuyer sur Scan et comme vous pouvez le voir, il en a trouvé un autre ici qui dit non initialisé et c'est le NAS que nous avons ici. J'ai déjà mes 2 autres Asus vers NAS, et ils sont déjà ici, ce que vous pouvez voir là-bas.
mais nous voulons continuer avec celui-ci ici. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le statut non initialisé. Cela va ouvrir le navigateur web. Nous allons y aller, il est écrit Asus Store Data Master. Maintenant, laissez-y la mise à jour ADM Asus vers Live Update. Appuyez simplement sur Go et il va le mettre à jour, puis c'est une fois qu'il est prêt qu'il nous le dit en quelque sorte. Bon, on y va. J'ai lu et accepté le blablabla. Suivant. L'apparence choisie sombre. Nous allons passer à une configuration personnalisée afin que je puisse vous guider à travers certaines de ces options que vous avez là-dedans. Entrez le même nom. Nous allons appeler ce Flash Store 12 Pro. Entrez le nom du compte. Il s'agit donc essentiellement de votre stockage cloud local. Donc, pour y accéder, vous devrez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Choisissez donc simplement un nom d'utilisateur et un mot de passe. N'oubliez pas quel est le mot de passe. Alors synchronisez votre heure depuis ce serveur. C'est bien. Appuyez sur Suivant. Les interfaces réseau en débarquent une. En fait, nous n'avons pas d'autres options. Obtenez automatiquement l'adresse IP. C'est la meilleure option pour vous. Ne vous inquiétez de rien d'autre. Alors maintenant, le niveau RAID que vous souhaitez sélectionner est RAID 5 si 6 disques qui sont installés. Lorsque vous en avez 12 installés, vous souhaiterez peut-être opter pour RAID 6, car vous disposez alors d'une redondance de 2 disques. À l'heure actuelle, un disque sur 6 peut tomber en panne et je conserverai alors tout mon stockage. Je pense que c'est une très bonne option entre la capacité et les performances pour 6 disques. Donc RAID 5, EXT4 et ensuite nous allons tous les sélectionner comme vous pouvez le voir ici. Tous les 6. Je confirme avoir compris cela ci-dessus. Donc, fondamentalement, ce que cela vous dira, c'est que vous pouvez voir 123 456. Nous les avons tous sélectionnés. Vous pouvez voir la taille, le modèle, le statut, normal. S'il y a quelque chose de bizarre là-dedans, il vous le dira et si l'un d'eux est cassé, peu importe. Il indique que la capacité totale est désormais de 4,64 Teraoctets. Alors vérifiez ça. Si nous passons au RAID 6, comme vous pouvez le voir maintenant, lorsque nous les sélectionnons, la capacité est moindre car nous avons en fait plus de redondance. Ce serait bien si cette protection des données vous montrait également le nombre de lecteurs qu'elle utilise. Donc, si nous optons pour un seul, tous les disques seront montés séparément là-dessus. Si nous passons au JBOD, ce sera tous ensemble la même capacité. Ainsi, tous les disques qui s'y trouvent seront regroupés en un seul groupe de disques. C'est ce que signifie le JBOD. Et puis la capacité totale est de 5,56 Teraoctets. Un peu moins d'un Teraoctet par taille. Donc un peu moins de 6 Teraoctets, mais c'est tout. Mais comme je l'ai dit, optons pour RAID 5, sélectionnons-les tous confirmés et nous allons commencer l'initialisation. Maintenant, cela peut prendre beaucoup de temps lorsque vous avez des disques durs, surtout si cela peut prendre un peu plus de temps. Mais avec les SSD, ça devrait aller assez vite. Enregistrez maintenant votre NAS. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Je vais appuyer sur s'inscrire plus tard pour le moment parce que je n'ai pas envie de le faire. Prête attention à votre vie privée. Ok, continuez. C'est donc l'une des choses que vous devriez faire. Il s'agit du port HTTP du système et du port HTTPS. Comme vous pouvez le voir là-bas, le nom du port. Maintenant, certaines personnes pensent qu'il s'agit de votre adresse IP publique. Ce n'est pas réellement l'adresse IP publique. Il s'agit de l'adresse IP que mon routeur, le routeur sans fil Wi-Fi, a défini pour cet appareil. Et c'est l'adresse ici. Il s'agit donc essentiellement de mon adresse postale locale pour cet appareil. Donc, dans le réseau, ils savent que tout dans le magasin ISO se trouve à cette adresse. Mais pour des raisons de sécurité, vous souhaitez modifier ces numéros de port, car chaque fois que quelqu'un essaie de les pirater, il ne connaîtra pas ces numéros de port et ce serait tout simplement plus difficile pour vous de le faire. Alors pourquoi ne pas y aller et faire comme des nombres aléatoires ici? Mais je les changerai plus tard pour que vous sachiez que ce sera un peu plus sûr. Et nous allons simplement appuyer sur OK. Comme vous pouvez le constater, cela a également changé là-bas. Bienvenue sur ACSTR Data Master. Nous allons dire de ne plus demander. Fondamentalement, ce que vous voyez ici est votre système d'exploitation du NAS. Donc votre cloud privé là-dedans. Et pour le moment, vous ne pouvez toujours pas y accéder ou vous ne pouvez pas le voir. Tout est là, tout le stockage est là, mais nous voulons en quelque sorte le configurer pour que vous puissiez le voir. Et accéder au stockage que ce soit sur un ordinateur portable ou que vous le sachiez sur un PC ou autre. Nous allons accéder au gestionnaire de stockage. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est là que nous voyons tous nos disques. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est qu'un volume a déjà été créé. D'accord, et c'est le niveau RAID 5 et il synchronise toujours tout cela. C'est 3,24% réalisé. Et cela permet au RAID de construire la matrice RAID entre les disques.
Il s'agit essentiellement de diviser toutes les données entre 6 disques et de les construire car il s'agit de NVMe, cela devrait être assez rapide et devrait être fait en un rien de temps. S'il s'agit de disques durs, cela peut parfois prendre une journée ou quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons le laisser s'intégrer là-dedans. Pendant que nous construisons cela, ce que nous voulons faire, c'est aller au contrôle d'accès et au dossier partagé. D'accord. Et maintenant, ce que vous voulez faire, c'est ajouter un dossier. Et ce que je ferai, c'est l'appeler 5 Teraoctets Flash Store. D'accord. Nous allons donc maintenant créer un dossier sur ce NAS accessible sur le cloud. Vous pouvez désormais créer autant de dossiers que vous le souhaitez. Et si vous avez différents utilisateurs, vous pouvez accorder un accès différent uniquement à certains dossiers ou autres. Mais je veux juste faire en sorte que toute la capacité de cet appareil soit accessible à toutes les personnes à qui je donne accès sur le réseau. Donc, le premier volume est le volume que nous avions là-bas. Si vous divisez le volume, disons que vous disposez de 6 plus 6 Teraoctets, vous pouvez avoir le volume 1 et le volume 2 et créer différents dossiers pour différents volumes. Mais j'essaie de garder les choses simples pour l'instant. Le volume 1 XD4 active la corbeille réseau. Donc, cela signifie que lorsque vous supprimez des fichiers dans ce dossier, disons que vous savez que vous éditez une vidéo et que vous avez terminé ce projet, vous appuyez simplement sur supprimer. À partir de là, cela disparaît. Mais il sera toujours conservé dans la corbeille du lecteur réseau car il ne déplacera pas tous les fichiers vers la corbeille du PC. Mais cela va créer une corbeille sur le lecteur réseau, donc c'est un peu sûr au cas où vous appuyez accidentellement sur supprimer et que quelque chose disparaît. Il va toujours dans un dossier de recyclage ou dans un dossier bain sur le cloud ou sur ce magasin Flash, puis vous pouvez le supprimer plus tard si vous le souhaitez. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Accessible uniquement par les utilisateurs d'un groupe administratif. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire cela de manière invisible et en réseau ou sur mon réseau si vous souhaitez rendre cela invisible. J'appuie simplement sur Suivant. Lecture seule pour tous les utilisateurs qui lisent et écrivent pour l'administration. C'est très bien. Tout va bien. Appuyez simplement sur Go. Activez le cryptage. Je vais juste sauter celui-là. Je n'ai pas besoin de cette finition. Et maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre dossier Flash Store de 5 Teraoctets. Si vous accédez à l'explorateur de fichiers ici, vous pouvez y voir les dossiers du magasin Flash. C'est la corbeille dont je vous parlais. Et puis maintenant, vous pouvez simplement commencer à mettre des fichiers si, par exemple, il y a un pilote NVIDIA ici. Si vous le faites simplement glisser sur le navigateur, il s'agit essentiellement de ce dossier. Si ce fichier existe déjà, ignorez-le ou écrasez-le. Je vais dire de ne plus jamais demander, puis de sauter. C'est juste plus simple. Et maintenant, il commence à copier les fichiers de cet ordinateur sur le NAS ici. Mais il se peut qu'il ne l'affiche pas encore car le RAID n'a pas encore été construit. C'est seulement 8%. D'accord, il va falloir attendre encore un peu. Pendant la construction du RAID, laissez-moi vous montrer une autre chose que je vous recommanderais de faire. Il existe donc plusieurs façons de cartographier. Mais permettez-moi de scanner à nouveau cela car vous pouvez maintenant voir que notre magasin Flash est entièrement disponible et tout va bien. Il existe plusieurs façons de mapper le lecteur réseau. Le moyen le plus rapide et le plus simple est d'avoir le contrôleur 0 Asus. Et vous disposez déjà de l'Apple Center. Ce que vous faites est de survoler la connexion, puis d'appuyer sur la carte du lecteur réseau. Mais assurez-vous que le NAS que vous souhaitez sélectionner a été sélectionné. Carte lecteur réseau. Vous allez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Rappelez-vous celui que vous avez défini. Je dirais de mémoriser le mot de passe. Et assurez-vous de cocher mémoriser mes informations d'identification. Parce que cela signifie que lorsque vous éteignez votre PC et que vous vous connectez la prochaine fois, le lecteur restera là et ne vous demandera plus de vous connecter. Donc, si vous avez un PC que vous utilisez actuellement sur le même réseau et que vous n'aimez pas donner accès temporairement au PC d'un ami, vous savez que vous voulez qu'il se connecte à chaque fois. Je dirais de mémoriser mes informations d'identification. Alors maintenant, sur ce réseau local, ce que nous disons, c'est de se souvenir du dossier que nous avons créé et qui est maintenant partagé. Je vais sélectionner celui-là. Nous pouvons sélectionner la lettre de lecteur pour cela. Quoi qu'il en soit, je vais appuyer sur Mettre à car c'est Asus par exemple. Nous allons appuyer sur Terminer. Donc ce PC sélectionne ceci. Vous pouvez voir que notre magasin Flash est ici. Oh, c'était si rapide. C'est ce qui est arrivé. Parce que ce n'était que 800 mégaoctets. Il a simplement été copié instantanément de là à là, car il peut transférer jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde. Cela a donc littéralement pris une seconde, c'est pourquoi le transfert a été si rapide. Voici notre disque et il agit désormais comme n'importe quel disque normal, comme un SSD secondaire comme votre clé USB que vous insérez dans votre disque. C'est juste là et vous pouvez vous connecter.
Cette barre oblique montrera simplement qu'il s'agit d'un lecteur réseau et qu'il est connecté localement, vous connaissez notre adresse IP, etc. Il existe une autre façon de mapper un lecteur réseau. Et la façon dont vous pouvez le faire est de regarder ce nom-là, le FlashStore 12-Pro. Si j'appuie sur Entrée. OK, peut-être essayons-nous le NAS TN32 Teraoctet. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un lecteur différent. Appuyez simplement sur Entrée maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est parti. Alors maintenant, cela fonctionne exactement de la même manière. N'oubliez pas mes informations d'identification, car cela ne vous demande pas de vous reconnecter ou vos lecteurs ne se déconnecteront pas. Appuyez sur OK. Et maintenant, il va simplement se connecter au lecteur. Maintenant, regardez, c'est mon autre NAS. Maintenant je peux voir tous ces dossiers ici. Vous pouvez voir que certains d'entre eux y sont déjà cartographiés. Mais ce que je peux faire, c'est simplement appuyer sur un clic droit, puis je peux mapper le lecteur réseau et cela se passera exactement de la même manière. Ainsi, tous les dossiers que vous avez créés, vous appuyez sur la carte du lecteur réseau, sélectionnez celui que vous voulez. OK, reconnectez-vous lors de la connexion. Gardez ça là-dedans. Appuyez sur Terminer et regardez, il apparaît juste sur le côté ici là-bas. Mais au lieu de l'adresse IP, c'est là. Maintenant, il vous indique simplement le nom du NAS auquel il est connecté et si vous souhaitez les supprimer, tout ce que vous avez à faire est de cliquer avec le bouton droit sur Déconnecter et tout disparaîtra. Cela ne sera plus cartographié. Ce que je veux faire, c'est savoir à quelle vitesse de transfert pouvons-nous obtenir avec ce tirage flash car c'est très intéressant. Voici donc le dossier NAS sur ce site. Vous pouvez les obtenir pour 100 $ supplémentaires. Je le recommande vivement car c'est très bon. Et quelles sont les vitesses que vous pouvez obtenir? Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 fichiers sélectionnés 15 Go, 4,5 Go, 4,5 Go, environ 25 Go, quelque chose comme ça. Je vais maintenant les faire glisser vers le NAS via le réseau. Jetons un coup d'œil aux vitesses de transfert. OK, 600 mégaoctets par seconde. Maintenant, je pense que cela rencontre actuellement des difficultés car le RAID n'est pas réellement construit. Et il essaie de le faire en même temps tout en essayant de les écrire là-bas, car ce n'est pas exactement une vitesse rapide. Maintenant, laissez-moi construire le RAID et je reviendrai vers vous. Donc, sur le côté gauche, j'ai le dossier FlashStore. Et puis, sur le côté droit, j'ai mes fichiers réels et des choses comme ça. J'ai donc de grandes images ici. C'est un de mes tests d'édition 100 Go. Maintenant, je vais le faire glisser là-bas via Ethernet 10 gigabits. Et jetons un coup d'œil. Nous copions en fait plus de 600 à 700 mégaoctets par seconde. Voyons maintenant si nous récupérons un autre dossier. Comment cela va-t-il réellement s'additionner? À peu près pareil. 400 plus 300. Donc environ 700 à 800 mégaoctets par seconde. Et vous pensez peut-être que ce n'est pas comme si les SSD internes et les Mac étaient beaucoup plus rapides et que vous pouvez obtenir des disques durs externes comme celui-là. Ils sont également beaucoup plus rapides. Et je dirais que vous avez absolument raison. Mais ce que vous n'avez dans aucune de ces configurations, que ce soit à l'intérieur ou avec ces disques externes ultra rapides, c'est la redondance. Lorsque nous avons celui-ci ici, nous avons une redondance à un seul disque. Ainsi, même si l'un de ces disques tombe en panne, toutes nos données y sont toujours stockées. Et c'est super silencieux. Cela ne fera pas beaucoup de bruit et nous pouvons y accéder avec plusieurs appareils. Lorsque vous avez un Mac, disons que vous avez un Mac Studio et un ordinateur portable, vous pouvez réellement installer une station d'accueil et accéder à ce stockage avec plusieurs appareils, ce qui est bien meilleur que le stockage interne que vous avez sur votre Mac. Point. Et si quelque chose arrive au stockage interne de votre Mac, dites au revoir à votre Mac ainsi qu'à tous les fichiers et à tout le reste. Maintenant, avec celui-ci, c'est bien mieux. Et comme vous pouvez le constater, il maintient des vitesses de copie assez solides sur ces fichiers. Maintenant, lorsque je mets l'autre en pause, nous avons légèrement ralenti, probablement à cause de l'augmentation des fréquences du processeur. Comme vous pouvez le voir plus tôt, lorsque le processeur augmente plus, comme la copie ou l'écriture, cela nécessite un peu de CPU. Et maintenant, il copie plus de 500 mégaoctets par seconde, ce qui est toujours très rapide. Mais maintenant, les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle ne sont plus celles que vous devriez réellement mesurer. Vous ne l'utilisez pas plus souvent. Une fois que vous avez chargé vos fichiers dessus, c'est tout. Et si vous souhaitez y charger vos fichiers, vous pouvez simplement utiliser le port USB. Et vous pouvez obtenir des vitesses similaires ou peut-être même plus rapides, car cela ne passe pas par l'interface Ethernet 10 gigabits à l'arrière. Mais à peu près cette vitesse. Ce qui est important, ce sont les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires,
car il s'agit de NVMe qui lit beaucoup plus rapidement les fichiers dans des espaces aléatoires. Parce que lorsque vous avez vos fichiers dessus, les fichiers vidéo, quels qu'ils soient, sont en fait dispersés sur une très grande zone. Imaginez que vous essayez de trouver une balle de golf dans un champ ou un terrain de football. Cela va prendre beaucoup de temps. Et c'est ce que le disque dur essaie de trouver. Où est la balle de golf? Alors que sur le NVMe, c'est très vif et instantanément là parce que c'est presque comme une vue à l'envers et il voit instantanément qu'il y a la balle de golf. Boum 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 fait remonter les fichiers. Et c'est la partie rapide. Ainsi, par exemple, si vous montez des séquences dessus, vous ne lisez pas nécessairement un grand nombre de fichiers de manière séquentielle. Eh bien, dans un autre sens, vous l'êtes parce que si vous lisez une vidéo ou autre. Mais disons que vous travaillez avec de nombreux calques différents ou qu'il y a partout beaucoup de petits fichiers, par exemple ou des photos sur lesquelles vous éditez des photos. Et il y a beaucoup de photos partout, de documents ou quelque chose comme ça, ou de programmes, tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez courir partout là-dessus. Vous lisez les fichiers partout, ce qui est bien avec les NVMe et c'est pourquoi c'est génial. Et parce que le stockage flash est aujourd'hui bien moins cher qu'il y a quelques années. Vous pouvez obtenir un stockage très rapide pour très peu d'argent. Cela vient de le terminer. Essayons de le copier depuis le NAS. Alors maintenant, ce sont les vitesses de lecture. Regarde ça. Vitesse de lecture supérieure à 1,1 gigaoctet par seconde. C'est une vitesse de transfert assez folle. Comme vous pouvez le voir, cela le maintient solide. J'en suis super content. Ainsi, lorsque vous lisez des fichiers dessus, c'est évidemment beaucoup plus rapide car il les lit sur plusieurs lecteurs et vous n'avez pas besoin de l'écrire car lorsque vous écrivez dessus, il l'écrit sur tous les lecteurs ou le répartit. Aussi, donc il pourrait être un peu plus lourd. Mais regardez les vitesses de lecture lorsque vous lisez les fichiers qu'il contient, c'est super rapide. Alors est-ce que je le recommande? Je pense absolument que c'est génial et même s'il existe des périphériques NAS de stockage flash plus rapides. C'est l'un des plus abordables qui vous offre autant de capacité. Avoir 12 emplacements de NVMe aussi rapidement, c'est absolument insensé. Donc, si vous souhaitez sélectionner ceci et mes lecteurs recommandés, je vais les laisser liés dans la description ci-dessous. Mais aussi, si vous voulez voir mon examen d'utilisation à long terme, je vais le configurer moi-même de temps en temps. Nous allons commencer à l'utiliser et je vais vous faire part de mon expérience après utilisation à long terme. Donc si ce clic vous intéresse, abonnez-vous, aimez la vidéo qui va sortir, faites-moi savoir ce que vous aimeriez savoir. Merci les gars d'avoir regardé, je vous verrai dans la section commentaires ci-dessous. Adieu.